Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Estée Lauder? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Estée Lauder, on en a parlé au mois de mars de cette année. Donc, on regarde ici Estée Lauder. À cette période-là, l'entreprise ne nous intéressait pas du tout. Donc, le 15 du mois de mars, ici, par rapport au prix actuel, on était à combien? On va aller regarder ça directement ici. 15 du mois de mars, qu'est-ce qu'on avait ici? 15 mars, 15 mars. Alors, mars c'est où? Mars c'est où? Voilà, ici, à peu près, on va se dire à peu près à cette période, ok? D'ici au 15 du mois de mars, enfin, depuis le 15 du mois de mars, on a à peu près moins 27% par rapport à cette période-là. C'est une très bonne chose parce que l'entreprise n'était pas intéressante à ce prix-là, ok? C'est une compagnie qui verse un dividende de manière stable et croissante depuis je ne sais pas combien de temps, etc. Et franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, pas que le dividende ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas un narratif qui m'intéresse. Le plus important ici, c'est est-ce qu'elle a les moyens de payer le dividende? Est-ce que le prix actuel est correct par rapport au rendement des bénéfices nets aujourd'hui? Le dividende ici en lui-même n'est qu'une politique d'allocation du capital. Et je vous encourage à vous abonner massivement ici à la chaîne secondaire qu'on appelle Top Dividende, où généralement on parlera de ce type d'entreprise-là. C'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, le lien étant dans la description de la vidéo, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci et avoir la certitude que ça va être fait. Et également, vous avez la possibilité de recevoir 2 notes d'analyse concernant des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une entreprise m'intéresse, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et potentiellement, ça peut être une entreprise que je possède ou bien que je prévois acheter. Et ce qui va se passer, c'est que si l'entreprise m'intéresse, moi, je fais tout ce travail-là. Je vous présente ma note d'analyse, un petit truc, une page, etc. Vite fait ici. Et vous, si la compagnie vous intéresse, vous lisez les rapports financiers, vous écoutez les conférences calls, vous posez les bonnes questions. Je ne vous promets aucun rendement, ça ne veut pas dire qu'on achète en faisant confiance aveuglément à Thierry. Non, 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 non. Vous devez être des investisseurs indépendants. OK? Je vous présente mes arguments et voilà, on voit ce qu'il y a lieu de faire par rapport à vos questionnements. Moi, l'entreprise m'intéresse déjà, mais ça ne veut pas forcément dire que j'aurai raison. C'est ce qui est proposé dans le service Top Premium, ainsi que les notes de suivi. Donc, ça dit que tant que le scénario de départ, pour moi, est toujours d'actualité, je continue à faire le suivi. OK? En supplément de ça, vous pouvez recevoir ici les analyses sectorielles qui sont également gratuites dans la Top Newsletter gratuite. Et n'oubliez pas également qu'on a un troisième service, mais uniquement disponible quand vous allez regarder la chaîne secondaire qui s'appelle Top Dividende. Et je pense que vous savez déjà de quoi on parle. Bref, on revient sur Estée Lauder. Estée Lauder ici aujourd'hui. Alors, pour faire simple, ok? Pour faire simple, nous avons une compagnie ici. C'est une belle entreprise. Parce que Estée Lauder, ici, on est à peu près sur un concurrent ici de L'Oréal, ok? En termes de revenus, magnifique. En termes de marge ici, qu'est-ce qu'on observe? On a plutôt j'allais dire une stabilité des marges. Mais là, je suis en train de constater qu'on a une diminution des marges, à peu près, on a 10% en moins depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années ici. Et ça, je n'aime pas ça. OK? Je n'aime pas ça. Est-ce que L'Oréal, c'est à peu près au même niveau ici? Ça m'étonnerait. Et encore, je peux aller vérifier ça ici. L'Oréal, donc L'Oréal ici, c'est OR, ticker symbole. On regarde ça rapidement ici. On ferme, on ferme, on ferme. L'Oréal, vous constatez que, ouais, elle a presque les mêmes marges que L'Oréal aujourd'hui. Et encore, L'Oréal, elle augmente ses marges de plus en plus. Donc, techniquement, vous allez voir ici que les deux entités ont les mêmes marges. Mais attention, tout va se jouer au niveau des marges EBITDA parce que ce n'est pas parce qu'on a les mêmes marges brutes qu'on a forcément les mêmes marges EBITDA. OK? Donc, on compare les deux ici. Qu'est-ce que ça donne du point de vue margin? L'Oréal a des marges bien plus stables. Donc, vous avez vu ici que L'Oréal avait des marges brutes moins élevées pendant plusieurs années, mais a toujours eu des marges EBITDA plus élevées. C'est-à-dire que L'Oréal est plus efficiente que Estée Lauder. Estée Lauder est plutôt en train de rattraper L'Oréal sur les dernières années, malgré le fait que les marges diminuent. Donc, ça veut dire que c'est sur les dernières années qu'elle devient de plus en plus efficiente. Donc, les deux se rejoignent. Donc, vous voyez que, dépendamment de comment on pose les choses, on revient toujours à la même conclusion. Deux entités sont similaires. Ne vous limitez pas juste aux marges. Oh, les marges diminuent. Non, 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 non. Elles diminuent, ok. Est-ce que les marges EBITDA sont plutôt stables? Parce que si les marges brutes diminuent, est-ce que les marges EBITDA diminuent également? Là, ça allait nous inquiéter. Et ce n'est pas le cas. Bref, on finit, on termine, on continue ici avec avec la compagnie Estée Lauder. Donc, on a vu que les marges brutes diminuent. OK, maintenant, on regarde ici les marges EBITDA. Elles sont plutôt croissantes. Et marge EBITDA, ça ne veut pas dire ici qu'on a les net income. Hein? D'accord? Donc, ça me permet de voir ici que ça me permet de voir si l'entreprise peut s'autofinancer. D'accord? Ce n'est pas le cas. Mais attention, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Je vous vois déjà venir. D'accord? Tous les comptables, s'il vous plaît, calmez-vous. OK? EBITDA n'est pas signe d'autofinancement.
C'est un exemple. D'accord? So, on prend ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Très important, parce qu'à la fin de la journée, c'est le cash qui rentre qui est important. Parce que je connais des entreprises qui ont des bénéfices nets positifs, mais pas de free cash flow. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne s'autofinancent pas. C'est-à-dire que pour s'autofinancer ici, elles doivent absolument émettre de la dette ou bien de nouvelles actions. Bref, quand on compare les deux ici, voilà, les deux ont tendance à parler le même langage. Donc, on peut prendre les net income ici comme proxy de la marge. Donc, les marges de net income ici nous donnent quoi pour ce business-ci? On a des marges ici, voilà, vous voyez que ça dandine un tout petit peu sur les dernières années, mais prenez généralement ici la médiane pour voir à peu près ce qui est mentionné, enfin, ce qui pourrait ressortir sur les dernières années. On constate une augmentation des marges ici. Vous voyez, on a une augmentation des marges. OK? Sur les 10 dernières années, on a à peu près 10% en moyenne. Sur les derniers mois ici, on a du 6,88%. Est-ce que c'est durable pour l'interrogation? Et pourquoi c'est le cas? Est-ce que les revenus, pourquoi est-ce que les revenus diminuent également? C'est très important. Allez regarder. Est-ce que c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions? Je vois qu'on a une acquisition à ce niveau-ci, croissance des revenus, une autre acquisition à ce niveau-ci. Pourquoi? Est-ce que ça, c'est la période de la pandémie ici, donc peut-être que ça nous a impacté négativement. C'est une entreprise qui croît par acquisition également et je pense de manière organique. Dans tous les cas de figure, il faudrait creuser ça un tout petit peu. Donc normalement, les marges nettes ici sont aux alentours de 10%. Pourquoi donc on a des marges moins élevées sur les 12 derniers mois? Est-ce qu'on a une pression de plus en plus prononcée au niveau ici des dépenses opérationnelles? Point d'interrogation. Je pourrais également aller comparer ça à du L'Oréal. Donc on met également OR ici, L'Oréal. On essaie de voir où est-ce que L'Oréal est situé. Et vous voyez ici que L'Oréal a plutôt des marges nettes plus élevées. L'Oréal a des marges à 13,93%, Estée Lauder c'est 10,36%. Et encore, L'Oréal en date d'aujourd'hui sur les 12 derniers mois, L'Oréal est plutôt aux alentours de 14,67%, alors que Estée Lauder est à 6,88%. Pourquoi est-ce que les marges de Estée Lauder sont en train de se détériorer? C'est important à aller regarder. OK? Maintenant, les analystes, d'accord? Qu'est-ce qu'ils prévoient? Ici, les analystes, est-ce qu'ils sont optimistes par rapport à l'augmentation de ces marges-là? Si oui, il faut toujours aller vérifier le pourquoi dans les rapports financiers, en écoutant les conférences calls. Très important, parce que je vous dis ici, en période difficile, je ne sais pas qui a acheté du Estée Lauder, mais si tu as envie de te poser 1 milliard de questions, ce serait peut-être le bon moment de commencer à lire les rapports financiers. OK? So maintenant, les analystes, est-ce qu'on prévoit remonter déjà à 10%? Je vois ici que oui. Est-ce qu'ils prévoient même aller aux alentours de 13% par là, soit les marges ici le L'Oréal? Très optimiste, n'est-ce pas? J'espère bien que ce sera le cas. Moi, personnellement, j'aurais commencé déjà par prendre des marges de 10%, donc je n'irai pas à plus de 2,7 milliards d'ici 2026, OK? Donc, enfin 2027, 2025 même, parce que je n'irai pas plus de 2,5 milliards, OK? Or, ici, en termes d'ajustement, on s'attend à peu près à du 3 milliards. OK. Est-ce que je peux faire confiance à ces analystes? Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions par rapport à ce business-ci? On va regarder ici, les analystes ont tendance à avoir raison. Donc, peut-être que ça va se réaliser. Peut-être. OK? Il y a de bonnes chances parce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions de bénéfices nets en termes de bénéfices nets ici. OK. Maintenant, c'est un business qui se négocie généralement à combien de fois les bénéfices? Vu la croissance de cette entreprise-ci, elle peut s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. D'accord? 20 et 25 fois les bénéfices. OK, de toute façon, on prendra 3 niveaux de PER, 17, 20, 25, en sachant que le PER reste un rendement, 25 c'est 4%, 20 c'est 5%, 17 c'est 6 et poussière. Ou bien, voilà, quelque chose par là. Donc, ici, ça donne quoi? En termes ici de net, on a ici, la dette nette est de combien? Le niveau de dette nette, c'est important. On a une dette nette de 4 milliards par rapport, voilà, elle a une dette nette assez risible ici. Donc, elle a du cash. Je pense qu'elle a les moyens de repayer cette dette-là parce que si on prend dette nette ici sur EBITDA, on arrive ici à quelque chose inférieur à 5. Donc, c'est correct. 1,2 ici. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça va donner ici en matière de valorisation? Vu que c'est un business qui négocie généralement ici à 25 fois les bénéfices. Et on peut également le voir ici. D'accord, je prends ceci, je prends la médiane. Je ne paye pas plus de 30 fois les bénéfices, les amis. Désolé. D'accord? Donc, quand je prends ici le forward, puis ici, qu'est-ce que ça donne généralement? On est à 25 fois les bénéfices. OK, je me limite à 25 fois les bénéfices. Maintenant, en termes de prévision, on va faire simple. On me demande de payer aujourd'hui 166 $, d'accord, en date d'aujourd'hui, pour une entreprise qui a les capacités de rapporter, d'accord, aux alentours de 8,91 $ d'ici 2025. 8,91, 168 $, j'arrondis, hein,
soit 5% de rendement. Est-ce que moi, ça m'intéresse? Ça veut déjà dire ici qu'elle a les moyens de reverser, elle a la possibilité de reverser près de 5% à partir de cette période-là. Or, aujourd'hui, c'est encore 1,57%. Donc, il n'y a même pas de question à poser par rapport à la croissance de dividendes, etc. Il y a de bonnes chances même que ce dividende continue à être croissant. Même si on a une croissance de 10% en moyenne sur les années à venir, vous allez voir ici qu'on ne va même pas atteindre la moitié de la moitié de ces 5%-là d'ici 5 ans. OK? En termes de dividendes ici, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, croissant 18% en moyenne, il y a de bonnes chances que ça continue. Bref, voilà, le dividende ici n'est pas un problème. OK? Maintenant, ne me posez pas la question, mais d'ici 2025, ils seront à combien? Je n'en sais rien du tout. D'accord? Tout ce que je sais ici, c'est qu'en date d'aujourd'hui, par rapport à 2025, mon rendement sur coût d'acquisition sera de 5%. Mon rendement sur coût d'acquisition sera de 5%, et c'est ça qui m'intéresse. Et moi, je cherche idéalement combien? 8%, vous l'avez deviné. Donc, ça veut dire que vous savez déjà que cette compagnie, ça ne va pas m'intéresser. Néanmoins, est-ce qu'on va se dire que la compagnie est surévaluée en date d'aujourd'hui? Alors, on va aller regarder ça. Je prends mon petit, voilà, on prend 25 fois les bénéfices. Techniquement, je dirais que, voilà, on est légèrement sous-évalué. Par rapport à ce qui est attendu en 2025. Attention, quand on prend ça ici, voilà, ça représente juste 25% en moyenne de croissance. Cumulé annuellement ici, c'est 8%. D'accord? Donc, ça ne serait pas si con de commencer à regarder du Estée Lauder aujourd'hui. D'accord? Ça ne serait pas si con que ça. Moi, perso, ça ne m'intéresse pas encore. Mais je sais également que c'est une entreprise qui est rarement sous-évaluée, mais qui va également souffrir en 2023. Il y a également beaucoup de questions à poser par rapport aux marges ici. Et n'oubliez pas que ça prend en considération des marges très, 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 selon moi, d'accord, très optimistes. On s'attend à des marges de 13%. Pourtant, en moyenne, nous avons souvent du 10%. OK. Donc, si je vais même regarder, ça avait des marges de 10%, on s'attendait à 2,5 milliards d'ici 2025, n'est-ce pas? Prenons 2,5 milliards ici, considérons qu'il n'y a pas de dette, à 25 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions. OK. Et la vie ne s'arrête pas à partir de 2025, hein, d'accord? Enfin, la vie de la compagnie, d'accord? Ici, on s'attend, divisé par le nombre d'actions, 361,2, ça revient ici à peu près à $173 l'action. Donc, comme je dis ici, légèrement sous-évalué. Donc, ceux qui aiment Estée Lauder, et on n'est pas à l'abri d'une acquisition, etc., je n'en sais rien, la taille du marché, etc., allez-y voir ça. Si on augmente les marges également ici, tant mieux. Donc, Estée Lauder ici, voilà, légèrement sous-évalué, mais bon, pas encore exceptionnel selon moi. Si réellement on avait une sous-évaluation ici, quel est le prix qui, moi, pourrait m'intéresser pour cette compagnie? Et ça, c'est mon prix, hein. C'est mon prix, d'accord? Ici, 8,2, moi je veux du 8% de rendement par rapport à ce prix-là, par rapport à ce bénéfice net-là. Donc, techniquement, j'aimerais l'acheter aux alentours d'une centaine de dollars. D'accord? Une centaine de dollars. Et ce n'est pas plus grave si on ne propose pas ce prix-là. Ça ne me dérange pas. D'accord? Ça ne me dérange pas de ne jamais posséder du Estée Lauder. C'est une belle entreprise. Peut-être maintenant, pour ceux qui sont trop pressés, vous pouvez commencer à regarder. D'accord? Bon, pour quelqu'un qui aimerait commencer à construire une position, le prix actuel n'est peut-être pas malvenu, mais attendez-vous à ce que l'entreprise souffre sur les mois à venir. OK? Maintenant, il faut aller regarder pourquoi. Est-ce qu'en termes de free cash flow, c'est la même chose, la même souffrance? Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Pourquoi est-ce qu'on a des free cash flow en berne? OK? Bref, ceci n'est que mon avis, d'accord? Ce qui n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper et je ne prends jamais de décision d'investissement sans lire mes rapports financiers. Les chiffres, c'est bien. Ici, on a présenté les chiffres. Maintenant, il faut faire parler ces chiffres-là. Pourquoi est-ce que les analystes s'attendent à des marges de 13%? Est-ce que c'est une stratégie de la part de Estée Lauder? Est-ce que le management ici, le track record, est-ce qu'il est correct, etc. Bref, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium, la Top Newsletter, d'accord, qui elle est gratuite. Et voilà, n'oubliez pas également de vous abonner sur la chaîne secondaire qu'on appelle Top Dividende, ok? Et un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc pour moi aujourd'hui, Estée Lauder, ça commence à sentir un tout petit peu bon. Mais ce n'est pas encore parfait pour moi. Mais voilà, c'est pas déjà mal à ce prix-là. D'accord? Si on reste à 25 fois les bénéfices, bien sûr. OK? Ce n'est pas déjà mal. Ce qui est sûr, la première chose, c'est d'abord, enfin pas sûr, il y a la probabilité très élevée ici pour que votre capital soit protégé. Comparé à celui qu'il a acheté aux alentours de $345 l'action, je ne sais pas ce qu'il avait bu ce jour-là, mais l'évaluation est très importante. Et vous remarquez aujourd'hui que si vous avez été un tout petit peu patient, le marché finit toujours par vous donner des opportunités d'investissement. Maintenant, ça vient toujours avec un problème temporaire. Maintenant, à vous d'identifier quel est le problème temporaire. Mais bon, comme je dis toujours, comme certains le disent toujours, on n'achète pas un couteau qui tombe. Bon, lisez vos rapports financiers, s'il vous plaît. Merci.